Les experts basket saison 4, épisode 13. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle émission avec notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. On a énormément de choses à raconter, oui, non, avec oui. cette série Netflix de la Roca Team. Oui, l'actualité monégasque, de la Roca Team, pardon, est brûlante. Et on va attaquer tout de suite avec le débrief. Il n'y avait, mon cher Ali, que 3 matchs cette quinzaine, puisqu'il y avait eu un petit break après la Leaders' Cup, et le constat finalement, malgré ce deuxième titre, est toujours le même. C'est toujours assez compliqué pour Monaco en Euroleague, notamment après cette nouvelle défaite à domicile face au Maccabi Tel Aviv, 91-86, avec encore une fois une entame un peu délicate dans ce premier quart-temps. Oui, alors la Leaders' Cup a été une belle éclaircie dans ce sombre ciel. Malheureusement, on est revenu sur l'Euroleague où c'est beaucoup plus compliqué. Le Maccabi Tel Aviv, vous l'avez dit, a fait un très bon match, mais franchement, les entames de match de la Roca Team me laissent perplexe ces derniers temps. Alors, je pense qu'il y a aussi le contexte qui fait en sorte que les joueurs sont peut-être moins concentrés. Aussi un manque flagrant de rotation, avec malheureusement que 11 joueurs sous contrat, si je ne m'abuse. Maintenant, oui. Voilà, si je ne m'abuse. Donc oui, je pense qu'il y a un peu de fatigue, un peu de non-concentration, et malheureusement, au niveau de l'Euroleague, ça se paye cash. On voit justement la différence entre la Betclic Elite, où malgré tout, j'allais dire même le niveau français, où Monaco domine, et l'Euroleague, le step et le gap est vraiment immense en termes notamment de dimension physique. Oui, on peut dire que, notamment, on peut le dire sur les victoires en championnat récemment ou sur la Betclic Elite, que Monaco a quand même de la marge, malgré toutes les choses qu'on a dit avant. Mais en Euroleague, il n'y a aucune marge. Et n'importe quelle équipe d'Euroleague, on a vu avec un calendrier quand même pas si ardu que ça ces derniers jours, il y a eu défaite sur défaite, à part les matchs de Fenerbahçe dont on va parler plus tard, et le match du Real Madrid, le calendrier n'était pas non plus archi ardu. Donc vraiment, ça pose vraiment des questions sur la suite de la compétition. Alors pour revenir sur ce match face au Maccabi, un mot sur Jaron Blossomgame, 25 points, record en carrière pour lui. L'un des seuls joueurs quasiment irréprochables, j'allais dire, de ce roster. Oui. C'est le guerrier, on le voit progresser à vue d'œil. On l'a vu arriver par la toute petite porte à Monaco il y a 4 saisons déjà. Enfin, venant de Ulm. C'est ça, venant de Ulm. Et comme il a été d'abord un joueur laborieux qui est là pour la bagarre, maintenant il est vraiment en train d'apporter aussi énormément de qualité offensive. On le sait sur son post-up et son petit hook, il est très très bon. Mais il commence à être adroit aussi à 3 points, ce qui est très intéressant, les rebonds offensifs. Donc c'est un joueur extrêmement précieux qui, à mon sens, on peut mettre dans n'importe quelle équipe en Euroleague et il pourra performer. Alors vous avez évoqué le match face au Fener, on va en parler. Dynamique complètement opposée. Monaco, c'était, je crois, 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Le Fener, 12 victoires sur les 13 derniers matchs. Ça semblait déséquilibré sur le papier. Ouais. Et il n'y a pas eu de miracle au final. Le leader, Fenerbahçe, qui en plus, ça se voit qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ils ont galéré un peu. Ils ont eu quelques blessures au début de saison. Ils ont eu pas mal. Ils ont su réajuster l'effectif avec notamment leur Nando De Colo national. Sacré move. Voilà. Je pars de la semaine. Exactement. Il passe du dernier au premier. C'est magnifique. Et voilà, une équipe très bien coachée. Et là, franchement, sur ce match-là, il n'y a pas eu vraiment photo. L'agressivité était du côté de Fenerbahçe, l'adresse était du côté de Fenerbahçe. Et voilà, Monaco, malheureusement, maintenant arrive à un jeu qui repart dans un jeu extrêmement stéréotypé, qui est énormément de 1 contre 1 et pas beaucoup de jeux collectifs. Et on le sait, Monaco, quand ils font plus de 20 passes décisives, fameux stat. Voilà, plus de 20 passes décisives, tout se passe bien. Ce n'était pas le cas sur ce match. Vous avez parlé du manque d'adresse. Je crois que c'est un 4 sur 19 à 3 points pour Monaco. C'était encore une fois compliqué. Et là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Cette adresse un petit peu difficile longue distance. Oui, Monaco est totalement retombé dans ses travers. Manque d'alternance, jeu intérieur, jeu extérieur. Il n'y a pratiquement plus de jeu intérieur. Malheureusement, à part certains matchs. Et dans le basket, on le sait, c'est très important l'équilibre du jeu entre les tirs extérieurs pris et les tirs intérieurs pris. Là, on a vu que Monaco a balancé à fond à 3 points. Alors, est-ce que c'est aussi le résultat de la défense de Fenerbahçe ? Je pense que c'est le cas, qui a beaucoup repoussé les Monégasques vers le jeu extérieur. Et voilà, ils ont fait... Monaco a fait le jeu que Fenerbahçe voulait. L'absence de Mirotic aussi n'aide pas pour cette fameuse alternance. C'est quand même un joueur... J'ai envie de dire oui et non, parce qu'il n'est pas forcément utilisé non plus sur ses post-up, alors qu'on le sait, c'est un joueur très adroit à 3 points, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être un point de fixation. Là, dans cet effectif, il n'y a plus de point de fixation intérieur. Daniel Theis, pour moi, ce n'est pas un joueur de fixation. C'est un joueur de pick and roll, c'est quelqu'un qui va piquer, qui va roller, qui va jouer sur le short roll.
mais ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la balle au poste bas et créer pour lui-même et pour les autres. On en avait un, il s'appelait Donatas Motiejunas, mais bon, on n'en voulait plus. Donc malheureusement, là maintenant, pour l'alternance du jeu intérieur-extérieur, il n'y a plus personne, quoi. Alors pour le grand public, pour les gens qui n'ont pas regardé le match, il y a une image qu'ils vont retenir. Elle n'était pas pendant le match, elle était après. C'est cette altercation à la toute fin du match entre Mike James et Elie Okobo. Elle symbolise quoi un petit peu cette altercation et ces images? La bagarre. Bien sûr. Voilà, ça symbolise la bagarre. Non, après, il y a eu des excuses de Mike James. Ça symbolise ce qui se passe actuellement. Les joueurs, ils sont vraiment marqués par le contexte. Et là, les égos prennent le dessus. Mais de toute façon, ça se voit dans le jeu collectif, ça se veut dans ce fait divers, entre guillemets, qui fait que les égos prennent le pas, les esprits s'échauffent, et on voit un truc vraiment dommageable, parce que je pense que c'est deux joueurs qui s'entendent bien, en plus, en dehors du terrain. Donc là, les fils se sont touchés, et il s'est passé ce qui s'est passé. On va dire c'est encore Mike James. J'ai tendance à être d'accord. Bon, après, voilà, il s'est excusé publiquement, apparemment ça va, mais ça cristallise vraiment l'ambiance actuelle à Monaco. Est-ce que ça veut dire aussi que les joueurs sentent peut-être que l'objectif du début de saison est vraiment en train de filer? Ça fait 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Il reste 8 matchs de saison régulière. La dynamique, elle est vraiment pas bonne, quoi. Alors, pour l'instant, rien n'est perdu. C'est ça qui est fou. La Super Coupe est gagnée, oui, la Leaders Cup est gagnée. On est encore en lice pour la Coupe de France. D'ailleurs, ça joue demain. Et les playoffs d'Euroleague sont encore possibles. Oui. Mais effectivement, les signaux d'alarme sont là. Le red flag, comme disent les jeunes. Bien sûr. Il y a un gros red flag actuellement. Et voilà, c'est possible que tout soit perdu très très rapidement. Donc il faut absolument redresser la barre. Mais le problème, c'est que la tendance actuelle n'est pas du tout vers le haut. Honnêtement, vous y croyez encore? 16-14 pour la Roca Team, 8 matchs à jouer. Certes, il n'y a qu'une victoire de retard sur le Žalgiris 6e. Oui. Mais ça va donner quoi? Play-in, play-off ou rien du tout pour vous, pour Monaco? Mais alors, faut que je fasse un pronostic là. Un pronostic, parce que là, on peut pas. Sur la tendance actuelle. Parce que là, actuellement, on ne peut pas prendre en compte que le basket. On doit prendre aussi en compte ce qui se passe en dehors. Donc, ça rend la chose extrêmement incertaine. Je n'ai pas le calendrier en tête, il faut le voir. Il y a beaucoup de grosses équipes. Il y a beaucoup de grosses équipes. C'est pour ça que j'ai mis en lumière avant le fait que Monaco a perdu contre des équipes entre guillemets prenables. Ouais. Franchement, là, je suis un peu pessimiste. Je ne vais pas vous mentir. Alors en championnat, par contre, on l'a dit, tout va bien. Monaco s'est imposé face à Cholet, 89-79, sans son coach sur le banc. Encore une nouvelle péripétie, un nouvel épisode de cette série Netflix. Le pauvre a une gastro-entérite foudroyante. Et pile à ce moment-là. Ouais, c'est terrible. C'est terrible, hein, ce qui se passe. Alors, les rumeurs font état du fait qu'il aurait posé sa démission, parce que je pense qu'il est un peu saoulé. Mais il est arrivé avec des grosses ambitions, avec un effectif monstrueux. Et là, maintenant, tout est en train de se déliter petit à petit. Je ne sais pas si la rumeur est vraie ou pas, s'il y a vraiment la gastro, s'il entre en instance de démission. Mais encore, ça rajoute une péripétie de plus. Alors, il n'y a pas eu d'impact au niveau du match, parce qu'encore une fois, Monaco a une marge énorme sur le championnat de France. Mais voilà, est-ce que les objectifs, c'est de battre Cholet à domicile? Je ne pense pas. Donc, encore une chose compliquée. En tout cas, ça fait une victoire pour Sergueï Gladir en tant qu'entraîneur, votre ancien coéquipier. Nos deux, oui, mon ancien coéquipier. Bravo à Sergueï pour cette victoire. Je tiens à dire que l'autre, en guillemets, assistant coach, Manouchar Markoishvili, il a fait un match d'Euroleague. Oui, il a gagné. Donc on a deux assistants à 100% de victoire. Et je crois que de mémoire, il y avait aussi Mirko Okokolié qui avait gagné un match d'Euroleague, ce qui fait que les assistants de la Roca Team sont à 100% monstrueux de qualité. Quand ils le coachent. Bravo. Le château de cartes est, vous l'avez compris, un petit peu en train de s'écrouler du côté de la Roca Team. On va poursuivre un peu cette analyse avec le point d'Ali. Ali, on va donc poursuivre cette analyse avec une question simple mais lourde de sens. J'ai envie de dire, est-ce que la Roca Team va pouvoir terminer la saison quand on voit un petit peu les derniers épisodes qu'il y a eu, notamment cette audience au tribunal où le gouvernement a injecté 2,5 millions d'euros dans la machine pour un peu maintenir le club en vie. On rembourser les dettes aussi. Oui, rembourser 2,5 millions de dettes. Donc il y aura un état des lieux financiers qui va avoir lieu, qui va être fait. Un mandataire a été chargé de le faire. On aura une nouvelle décision le 3 avril. Mais voilà, d'ici là, c'est un peu flou. C'est encore flou, d'où je pense aussi le ras-le-bol de notre ami Vassilis Spanoulis, qu'il n'y a aucune certitude en fait. Ça se trouve dans un mois, le club est en cessation de paiement, hop, on plie les goals, terminé, la saison est terminée. Donc c'est compliqué. Alors il y aura un audit.
On peut imaginer que dans l'audit, on peut voir des choses Qu'est-ce qu'on va trouver sous le tapis? Voilà, exactement, ce qui peut faire peur aussi. Mais bon, on peut aussi imaginer que si l'audit, justement, voit qu'il y a quelques malversations, entre guillemets, alors j'ai peur de dire ce genre de mots, peut-être que je serai censuré, j'en sais rien, on verra. Mais non, vous ne serez jamais censuré. Voilà, jamais. Très bien, très bien. Eh bien, ça forcerait peut-être au propriétaire actuel de vendre ses parts au gouvernement et de sauver les meubles au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc moi je pense que c'est le but de cet audit, c'est de montrer qu'il y aurait malversation et que maintenant il faut laisser la place au gouvernement qui va un peu faire place nette et repartir sur un nouveau projet la saison prochaine. Alors ça, c'est la situation financière. Du côté sportif, malheureusement, lors de ces derniers jours, eh bien, on a 2 joueurs qui ont quitté le navire. Yohan Makoundou, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu sous le maillot monégasque. Et puis il y a 4 jours, le club nous a pondu un petit communiqué disant que le joueur et le club s'étaient séparés d'un commun accord. Et puis il y a encore 2 jours, c'est David Michino, le meneur, qui lui aussi est parti. Ça vous inspire quoi comme ça de joueurs français qui quittent le club en si peu de temps? Ça m'inspire que je les comprends parce qu'il n'y a aucun intérêt pour eux d'être à Monaco, dans le sens où même si au niveau pécunier c'est intéressant, t'es pas payé. Voilà. Tu joues pas, t'es pas payé. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais à Monaco en fait? Donc à un moment donné, je peux comprendre que les joueurs ils veulent partir. Mais par contre, ce qui met le club dans une situation compliquée, c'est qu'il ne reste plus que 4 JFL, de tête, Strazel, Tarpé, Okobo et Bégarin. Il ne faudrait pas qu'il y ait de blessures lors de départ inopiné aussi, parce que ça risque de mettre le club dans la difficulté, même s'ils ont la possibilité d'aligner les espoirs sur l'effectif professionnel. Ça commence à faire beaucoup. Vous le disiez, alors JFL, pour les gens qui oui. ne savent pas, joueurs formés localement. Tout à fait. C'est une règle de la Ligue nationale de basket. Il y a un certain quota, c'est ça, à avoir. Ouais, il en faut 4. Voilà. Il faut 4 joueurs formés localement. Donc on n'est plus sur les critères nationaux, car ça a été interdit par l'Union européenne, si je ne m'abuse, la Commission européenne. Très bien. Mais j'ai dû jouer à l'époque où voilà, on peut pas dire il faut 4 joueurs français, mais par contre on peut dire qu'il faut 4 joueurs formés localement. Donc ont été formés dans un centre de formation français. Je pense qu'il faut 4 ans minimum pour être considéré comme JFL. Donc Terry Tarpé en fait partie. Donc il en faut 4 minimum dans l'effectif. Et là, on en a 4 et il ne faudrait pas en perdre d'autres. Ouais. Et vous l'avez dit, plus que 11 joueurs sous contrat aussi. Outre même l'aspect, j'allais dire, administratif, sur le terrain, on sait que ça fait peut-être léger en termes de rotation si Monaco est autorisé à jouer encore sur différents tableaux jusqu'à la fin de saison. Oui, mais c'est ça. C'est qu'au-delà de ça, Monaco est interdit de recruter. Donc, 10-11 joueurs, si c'est que pour jouer le championnat de France, il n'y a pas de problème. Mais il faut jouer l'Euroleague aussi. Il faut se taper les mastodontes de l'Euroleague. Il faut se taper aussi la Coupe de France. Et donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est un effectif où les joueurs vont tirer la langue. Si on devait résumer, donc, d'ici le 3 avril, on essaie un peu de sauver les apparences et après, on attend ce verdict avec impatience pour savoir comment ça va se passer. Moi, je me mets dans la place des joueurs dans le sens où est-ce que tu peux vraiment te donner à fond en sachant que tu ne sais pas si dans un mois, l'équipe pourra encore jouer des matchs. Bien sûr. Donc c'est ça. Franchement, si tu es sûr que jusqu'à la fin de la saison, tu peux aller jusqu'au bout, même si tu n'es pas payé, tu peux gagner des trophées et tu finis ta saison correctement, les joueurs, je pense qu'ils peuvent y aller à fond, mais ils ne sont même pas sûrs de ça. Donc c'est ça pour moi le nerf de la guerre, le plus gros problème par rapport aux performances des joueurs. Vous qui avez été joueur, justement, si vous étiez malheureusement dans cette situation-là, comment vous aurez essayé de régler ça avec vos coéquipiers? Est-ce que c'est possible d'avoir une union sacrée dans des temps si compliqués? Encore une fois, l'union sacrée, tu peux l'avoir si tu es sûr de finir la saison. Là, tu ne l'as pas. Tu ne sais pas si dans un mois, l'équipe existera encore. Donc, non, pour moi, c'est impossible d'avoir une union sacrée. Il faut des certitudes. Donc, peut-être qu'il y aura des certitudes le 3 avril, c'est ça? C'est ça. Et qu'à partir de là, oui, tu peux faire une union sacrée. Tu dis, bon, allez, on se fait une grosse saison. On va chercher tous les trophées qu'il y a à chercher. L'argent, on verra après. Ouais. Et voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette équation. Pas mal d'inconnus quand même pour la Roca Team en cette fin de saison. Merci Ali infiniment pour votre analyse et votre franc-parler. Merci à vous. Comme d'habitude, toujours il faut. Et puis nous on se retrouve, on l'espère, quand même, dans 15 jours, ça va, pour une prochaine émission des Experts Basket sur Monaco Info.